Bonsoir à tous, merci de nous avoir rejoints pour cette édition sur Télé Sud. Voici les titres à la une de l'actualité. Interdiction pour les bus de circuler de nuit entre les villes et les villages ou interdiction d'importer des pneus usagés. Au lendemain de l'accident de bus au Sénégal, le gouvernement a dévoilé une vingtaine de mesures à l'issue d'une réunion gouvernementale organisée en urgence. En République du Congo, les acteurs clés de la crise libyenne ont pour la première fois accepté de s'asseoir autour d'une même table pour examiner les points qui devraient figurer au dialogue national interlibyen. La réunion technique préparatoire a été ouverte le 8 janvier à Tripoli après un appel lancé depuis Brazzaville. Et en fin d'édition, nous reviendrons sur le saccage survenu dimanche et lundi par des milliers de partisans de l'ancien président Jair Bolsonaro au Brésil. Au lendemain de l'assaut, le calme est revenu à Brasilia et le président Lula est de retour dans la capitale. Mais comment le président à peine réélu gère-t-il la situation ? Je vous le disais en titre, au lendemain du douloureux accident de bus au Sénégal qui a coûté la vie à 40 personnes, le gouvernement a annoncé une série de mesures. Lundi, les acteurs du secteur des transports ont approuvé 23 d'entre elles pour améliorer la sécurité routière. Explication sous l'Asbaï. 2 jours après l'accident tragique de Kaffrine, le gouvernement sénégalais prend le problème à bras-le-corps. Mardi, Dakar a annoncé de nouvelles mesures en matière de sécurité routière après le terrible accident de dimanche à 250 km au sud-est de la capitale sénégalaise. 2 autobus sont violemment entrés en collision dans la nuit de samedi à dimanche. Le bilan fait état de 39 morts et 101 blessés. L'accident a provoqué une vague d'effroi dans le pays, poussant les autorités à réagir au plus vite. Maintenant, il nous faut passer à l'action et de façon résolue. C'est cela, et rien que cela, qu'attendent nos concitoyens. C'est une attente forte et légitime qu'il convient de satisfaire. Alors, le message doit être clair. Plus jamais ça sur nos routes. Je le dis avec détermination absolue, des actes suivront et ils ne devront faire l'objet ni de report, ni de compromis. Nous serons sans concession avec ceux qui contreviennent aux règles édictées pour garantir l'intégrité physique de nos concitoyens. Le Premier ministre sénégalais, Amadou Ba, a énoncé une liste de différentes mesures afin de réduire le risque d'accident de la circulation à l'avenir. La plus forte, une interdiction de circulation pour les véhicules de transport public sur certaines routes la nuit. Le ministre de l'Intérieur et le ministre des Transports de prendre dans les 72 heures un arrêté interministériel portant interdiction de circuler pour les véhicules de transport public de voyageurs sur les routes interurbaines entre 23h et 5h du matin et rappelant les horaires de circulation des véhicules de transport et de marchandises dans Dakar. Au-delà de cet arrêté interministériel, le gouvernement annonce investir une partie de la subvention destinée au secteur du transport dans le renouvellement de véhicules. Le drame aurait été provoqué par un éclatement de pneus. Un projet interdisant l'importation des pneus usagés ou d'occasion doit être soumis par les ministres chargés dans le domaine dans 15 jours. Lundi au Rwanda, le président Paul Kagame a annoncé lors de son discours devant les parlementaires que le Rwanda ne pouvait pas continuer d'accueillir des réfugiés congolais tout en étant insulté par le gouvernement de la République démocratique du Congo. Je vous propose de l'écouter. Il y a un type de réfugié que je pense que nous n'allons pas accepter. Nous ne pouvons pas continuer à accueillir des réfugiés pour lesquels plus tard nous sommes tenus responsables d'une manière ou d'une autre, ou même maltraités. Des réfugiés à la suite d'un nettoyage ethnique basé dans un autre pays. Et nous devons être le dépotoir de ceux privés de leurs droits. En République du Congo, les acteurs clés de la crise libyenne ont pour la première fois accepté de s'asseoir autour d'une même table. Objectif, examiner de fond en comble les points saillants qui devraient figurer au dialogue national interlibyen, dont la réunion technique préparatoire a été ouverte à Tripoli. Un appel à la réconciliation entre Libyens lancé depuis Brazzaville par le président Denis Sassou Nguesso. Reportage de notre correspondant sur place, Louis-Marcel Satou. Préparer dans les moindres détails la conférence de réconciliation nationale interlibyenne, c'est la lourde mission des partisans de la réunion technique préparatoire du dialogue interlibyen.
À l'ouverture des travaux, l'émissaire du président du comité de haut niveau de l'Union africaine pour la Libye, Jean-Claude Gakosso, a appelé les acteurs politiques et les parties prenantes au conflit à transcender la rancœur. Le comité de haut niveau de l'Union africaine considère que vous, Libyens, devez absolument et sans cesse dialoguer entre vous. Vous devez transcender les rancœurs accumulées et réapprendre à vous pardonner. Jean-Claude Gakosso a par ailleurs exhorté les Libyens à saisir cette offre de l'Union africaine qui tend à ramener définitivement la paix dans ce pays. L'occasion, en réalité, vous est donnée d'entrer dans l'histoire par la grande porte. Ces élections sont attendues avec un immense espoir sur l'ensemble du continent et au-delà. Et elles sont, à juste raison, considérées comme un tournant décisif dans l'histoire de la Libye. Dès le premier jour, les participants ont été répartis en 5 sous-commissions qui vont statuer, entre autres, sur le retour de la sécurité, la forme du gouvernement, la décentralisation et la justice. Cette réunion préparatoire aurait eu le mérite de rassembler toutes les sensibilités libyennes aux revendications absolument opposées. Et revenons sur ces élections législatives au Bénin qui se sont déroulées ce dimanche. Si la Sénat n'a pas encore annoncé les résultats, les organisations de la société civile qui ont déployé plus de 700 observateurs dans les bureaux de vote ont déjà donné quelques chiffres. Lorraine Mabou. 48 heures après la clôture des bureaux de vote, l'heure est aux premières tendances au Bénin. Dimanche, les électeurs du pays se sont réunis pour élire les 109 députés de la future Assemblée nationale. Contrairement aux dernières élections, cette fois, 3 des 7 partis étaient de l'opposition. Je suis assez satisfait de ce qui me revient comme compte rendu sur le terrain. Depuis des semaines, le processus se déroule bien. C'est satisfaisant. Et je crois que nous sommes en train de tourner définitivement les mauvaises pages de notre récente histoire politique. Si la Commission électorale nationale autonome n'a pas encore révélé les résultats définitifs ni le taux de participation, la société civile, elle, rend son bilan. Selon elle, 45% des électeurs attendus se sont déplacés dans les urnes. Ici à Omé, au lendemain des votes, tout le monde s'est rendu au service. Tout est calme, on attend que les résultats. Les organisations de la société civile demandent aussi à toutes les parties prenantes de maintenir un climat apaisé pendant la période post-électorale et à la Sénat de proclamer les résultats provisoires dans des délais raisonnables. La ville s'est réveillée comme d'habitude. C'était hier une fête. Et je pense que c'est le peuple béninois qui a tout simplement gagné. La CEDEAO, qui a déployé 40 observateurs, a également rendu ses conclusions. Elle salue globalement la bonne organisation du scrutin et appelle également à la proclamation des résultats dans les meilleurs délais pour lever toute suspicion. Au Gabon, le poste de vice-président de la République qui était vacant depuis mai 2019 va être occupé par Rose Christiane Osuka Raponda, l'ex-première ministre, nommée lundi par le président Ali Bongo. Elle laisse sa place au chef de gouvernement Alain-Claude Bilibinze, infidèle du chef de l'État Mathieu Nicolas. Au Gabon, l'heure est au remaniement. Lundi dans la soirée, le chef de l'État gabonais Ali Bongo a choisi comme nouveau Premier ministre Alain-Claude Bilibinze. Ce fidèle du président remplace Rose Christiane Osuka Raponda, nommée de son côté vice-présidente de la République. Dans la foulée de sa nomination, le nouveau Premier ministre n'a pas perdu de temps. Il a déjà formé son gouvernement qui compte 7 membres de plus que sa prédécesseur. Ministre d'État, ministre des Relations avec les institutions constitutionnelles et les autorités administratives indépendantes. Madame Denise Mekame Edizi, épouse Tati. Ministre d'État, ministre de l'Intérieur, Monsieur Lambert Noël Mata. Ministre d'État, ministre de la Consommation et de la lutte contre la vie chère, Monsieur René Desmaisons-Obiang. La nomination à la tête du gouvernement d'Alain-Claude Bilibinze n'est pas anodine.
Il est un poids lourd de la politique gabonaise et a déjà occupé plusieurs postes ministériels, comme celui de vice-premier ministre et celui de ministre de l'énergie et des ressources hydrauliques. Sa nomination survient 8 mois avant les élections présidentielles et législatives, scrutin où le président actuel Ali Bongo est largement pressenti pour être le candidat en 2023 du tout-puissant Parti démocratique gabonais. Pour nous, le distingué comme président est le candidat naturel de notre formation politique et nous espérons effectivement que d'ici là, le président se prononcera dans les meilleurs délais. Les spécialistes estiment qu'Alain-Claude Bilibinzé a formé un nouveau gouvernement pour resserrer les rangs autour d'Ali Bongo s'il se présente à un 3e mandat, face à une opposition qui appelle à l'union pour mettre fin à plus de 55 ans de dynastie Bongo. En République centrafricaine, la commission Vérité, Justice, Réparation et Réconciliation, mise en place en 2017, poursuit sa lutte contre l'impunité et pour le respect des droits humains. Dans son premier rapport annuel qu'elle vient de présenter, la commission a sollicité un appui consistant de ses partenaires en vue d'atteindre les objectifs qu'elle s'était fixés. Reportage de notre correspondant Roland Jean-Paul Chibilda. C'est le numéro 1 centrafricain Faustin Archange Touadéra qui a présidé la cérémonie de présentation du rapport annuel de la commission Vérité, Justice, Réparation, Réconciliation qu'il a lui-même initié, ceci en présence des différentes personnalités et partenaires impliqués dans les activités de lutte contre l'impunité et pour les droits humains. À l'instar de la Cour pénale spéciale, la CVJRR, mécanisme de justice transitionnelle, est un élément clé pour le retour progressif à la paix dans notre pays. Le président centrafricain est tout à fait conscient des difficultés rencontrées par la CVJRR et souhaite à divers niveaux des appuis multiformes pour l'accompagner dans ses activités. Je tiens fermement à la réussite de la mission confiée à la CVJRR. C'est pourquoi je mettrai tout en œuvre pour que des moyens conséquents soient réunis afin d'aider cette commission à poursuivre son opérationnalisation et par là à réussir sa mission. Signalons que ce rapport annuel fait partie des responsabilités affectées aux 11 membres du bureau de la CVJRR, dont 5 dames. Un sentiment de satisfaction, surtout que dans son discours de clôture, il a instruit le Premier ministre, chef du gouvernement, afin qu'il puisse demander à tous les départements concernés de nous donner les moyens de notre travail pour qu'on soit plus opérationnel. Malgré les difficultés rencontrées, l'équipe du bureau de la CVJRR se dit engagée à atteindre les objectifs qu'elle s'est fixés. Nous avons mis en place des unités spécialisées. Et parmi ces unités spécialisées, il y a le genre, l'enfant, les déplacés, les retournés, les réfugiés, etc. Ça fait partie de nos perspectives, c'est de lancer la campagne pour que les victimes et même les bourreaux puissent venir se faire entendre par la CVJRR. C'est une étape que nous allons certainement, si on a les moyens, de le faire l'année prochaine. Signalons que le mandat des 11 commissaires de la CVJRR est de 4 ans, avec une possibilité de prolongation de 2 années supplémentaires. 5 millions d'enfants de moins de 5 ans morts en 2021 dans le monde, signale l'ONU. La marine américaine qui saisit une cargaison d'armes en route de l'Iran vers le Yémen et le Pakistan qui obtient plus de 9 milliards de promesses d'aide pour se reconstruire. C'est le reste de l'actualité réalisé par Lorraine Mabou et Noël Dong.
En 2021, 5 millions d'enfants de moins de 5 ans sont morts dans le monde, selon des estimations publiées mardi dans 2 rapports des Nations Unies. Parmi ces enfants, près de la moitié est décédée avant même d'avoir atteint leur premier mois. Les enfants continuent de faire face à des chances de survie extrêmement différentes en fonction de leur lieu de naissance, l'Afrique subsaharienne et l'Asie du Sud supportant le fardeau le plus lourd. Ainsi, le risque de décès infantile en Afrique subsaharienne est 15 fois plus élevé qu'en Europe et en Amérique du Nord. La marine américaine aurait saisi une cargaison d'armes prétendument en route de l'Iran vers le Yémen. Un bateau de pêche transportant plus de 2000 fusils d'assaut aurait été saisi dans le golfe d'Oman sur une route maritime reliant l'Iran au Yémen. Le navire a été intercepté le 6 janvier sur une voie historiquement utilisée pour le trafic illicite à destination des Houthis au Yémen et avait à son bord 6 membres d'équipage yéménites et 2116 armes. Le Pakistan a obtenu lundi plus de 9 milliards de dollars de promesses d'aide internationale pour se reconstruire après les inondations dévastatrices de l'année dernière. En juillet, le pays a été dévasté par des inondations massives qui ont fait 1700 morts et affecté plus de 33 millions de personnes. Pour accompagner le Pakistan dans sa reconstruction, la France a promis 360 millions d'euros de projets et 10 millions supplémentaires pour l'aide d'urgence. Les États-Unis et la Chine ont promis à leur tour 100 millions de dollars supplémentaires et le groupe de la Banque islamique de développement 4 milliards de dollars au cours des 3 prochaines années. Devant les risques de détournement, l'ONU et le Pakistan ont promis des mécanismes de surveillance et d'évaluation de l'usage des fonds. Un groupe international de soutien accompagnera la mise en œuvre de la manne internationale. Prenons à présent la direction de l'Amérique du Sud au Pérou. Lundi, la ville de Juliaca, dans le sud-est du pays, a été marquée par des affrontements entre forces de l'ordre et manifestants qui réclamaient le départ de la présidente Dina Boluarte. Au moins 17 personnes sont mortes dans ces affrontements. Les protestataires exigeaient la démission de la présidente, arrivée à la tête du pays après la destitution début décembre du socialiste Pedro Castillo. Ces nouveaux décès portent à 39 le nombre de personnes mortes au cours des manifestations anti-gouvernementales. Écoutez quelques manifestants. Les policiers nous tiraient dessus. Je crois qu'il y a 5 blessés et un mort. Nous demandons à Madame Dina de démissionner parce que vous êtes une meurtrière. Beaucoup de gens meurent à cause de vous. Vous devez accepter que le peuple ne veut pas de vous. Qui va nous défendre, qui va s'occuper de ces enfants traumatisés, de ces enfants qui deviennent orphelins, de père, de mère, des orphelins. L'État ne va pas nous indemniser. Nous avons des camarades blessés, des villageois blessés. Et chez les voisins brésiliens, la situation politique reste tout aussi tendue ces derniers jours. Alors que le président brésilien Lula est invité à Washington, Jair Bolsonaro annonce son hospitalisation aux États-Unis. Il a confirmé être hospitalisé à Orlando, en Floride, pour un problème intestinal. Il s'était envolé pour les États-Unis 2 jours avant l'investiture de Lula. Au même moment, le président américain Joe Biden a invité son homologue brésilien Lula à Washington début février et a exprimé son soutien quelques jours après les invasions et les saccages de 3 lieux de pouvoir emblématiques de Brasilia. Et justement, revenons sur ce saccage survenu dimanche et lundi par des milliers de partisans de l'ancien président Jair Bolsonaro au Brésil. Au lendemain de l'assaut, le calme est revenu à Brasilia et le président Lula est revenu dans la capitale. Mais comment le président à peine réélu gère-t-il la situation? Élément de réponse avec Mathieu Nicolas. Les bras joints avec ceux de ses gouverneurs, l'air sûr de lui, le président Lula mène la marche. Le cortège se rend à la Cour suprême, là où les partisans de Jair Bolsonaro ont commis des saccages 2 jours auparavant. Lundi, le président brésilien s'est affiché en sauveur de la démocratie, réuni avec les présidents du Sénat, de la Chambre des députés et de la Cour suprême au palais du Planalto. Ils ont signé une déclaration commune en défense de la démocratie. Nous n'allons pas permettre que la démocratie nous échappe, car c'est la seule chance pour nous de garantir que ces humbles gens
qui vivent à la périphérie, qui dorment dans la rue, obtiennent le droit de manger 3 fois par jour ou le droit de travailler. Je veux vous rendre ce pays dans une meilleure forme, ou beaucoup mieux que le pays que j'ai reçu et avec une démocratie beaucoup plus consolidée. À Sao Paulo, les propos de Lula font écho dans les rues. Des milliers de personnes se sont rassemblées lundi sur l'avenue Paulista pour défendre la démocratie et demander l'emprisonnement des sympathisants de Jair Bolsonaro qui ont vandalisé quasi simultanément le palais présidentiel du Planalto, le Congrès et la Cour suprême. Ce qui me blesse, c'est l'impunité des personnes qui veulent mettre fin à la démocratie de notre pays, pour laquelle nous nous sommes tant battus. Notre démocratie n'a que 30 ans et je veux qu'elle dure des millions d'années. J'ai un peu peur que d'autres choses se produisent, mais ça n'arrêtera pas notre combat. Ça ne m'arrêtera pas. Je pense que nous devons continuer à résister et montrer que ça ne se passe pas comme ça, que ça ne doit plus jamais arriver. Pendant ce temps, le travail de démantèlement par les forces de l'ordre des campements des bolsonaristes qui rejettent toujours la victoire de Lula depuis 2 mois est en cours, en plus des nombreuses arrestations. Signe de la reprise du contrôle de la situation par le tout nouveau gouvernement après les scènes de chaos de dimanche qui semblent être une réplique de l'invasion du Capitole à Washington en janvier 2021 par des sympathisants de l'ex-président défait Donald Trump, allié et modèle de Jair Bolsonaro. Ousmane Sembène aurait eu 100 ans le 1er janvier 2023. L'acteur et réalisateur sénégalais est mort le 9 juin 2007 à Dakar, mais il reste l'un des plus grands cinéastes de l'Afrique contemporaine. À l'occasion du centenaire de sa naissance, nous revenons sur son héritage cinématographique et ce qu'il en reste à travers ce reportage de Igor Couton. Les films de Sembène sont des films à succès. Khala, Fatkine, Tchedo ou encore Camp de Thiaroye. Ce sont là quelques œuvres cinématographiques de Ousmane Sembène, des films à succès. Et ces succès, l'écrivain devenu cinéaste les doit aussi bien à ses innovations techniques qu'aux thématiques qu'il aborde dans ses œuvres. Je le considère comme un pionnier de la création contemporaine sénégalaise, pour parler de ce siècle. Toute son œuvre littéraire et cinématographique sont centrées sur l'histoire de l'Afrique et son devenir, à partir de la préparation des indépendances de la plupart des pays africains vers 1960 jusqu'à leur indépendance. Ousmane Sembène, c'est aussi une vie d'engagement au profit de diverses causes comme l'émancipation des femmes et la fin du patriarcat. Sembène Ousmane met en exergue le rôle fondamental des femmes dans la lutte pour la libération humaine tout court, libération du joug colonial, mais également libération du patriarcat dont le néocolonialisme n'a pas voulu se défaire. En parlant de Sembène, on fait allusion à son nationalisme, mais nationalisme africain. Ce n'est pas le Sénégal seulement qui était la préoccupation de Ousmane Sembène, c'était un nationaliste africain. C'est pourquoi je parle tout le temps je fais souvent référence au continent africain. Près de 16 ans après sa disparition, son héritage est toujours présent et inspire les jeunes générations. Je crois que sa façon de traiter les sujets, l'approche qu'il avait justement sur le plan purement technique a servi d'école aujourd'hui. Beaucoup s'identifient à la façon de faire de Sembène Ousmane. La filmographie de Ousmane Sembène est riche de 11 titres. L'auteur a également remporté une dizaine de prix, dont celui de la première œuvre du film africain et malgache en 1964, le Tanit d'or, le Grand Prix mondial des arts nègres ou encore le prix Jean Vigo en 1966. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Demain, ne manquez pas Laurent Leleu pour l'édition de la mi-journée et continuez à vous informer sur Télésud.